Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par l'AFEF et la Société française d'alcoolologie. Ce soir, nous serons 4 intervenants. D'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Barraud de l'hôpital intercommunal de Créteil. Bonsoir Camille. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai le plaisir également d'accueillir Romain Moirand, qui est addictologue à l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Bonsoir Romain. Bonsoir, bonsoir. Et enfin, Alexandre Louvet, qui est hépatologue au CHU de Lille. Alors, nous remercions bien sûr tous nos partenaires industriels pour leur soutien. Je tiens à préciser, avant que les paroles soient prises, qu'aucun des intervenants n'a ce soir de conflit d'intérêt avec la thématique. Nous allons ce soir mettre en exergue et vous rappeler les recommandations qui ont été résumées dans ce recueil qui est en ligne depuis maintenant 1 an, qui a été donc un travail coordonné par Alexandre Louvet sur la prise en charge de la maladie du foie liée à l'alcool, un recueil de 75 pages environ, qui est sous presse dans une revue internationale, dans Liver International. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole au premier orateur, sachant que vous aurez 3 interventions. La première d'Alexandre Louvet sur l'épidémiologie de la consommation d'alcool, les repères de consommation, alcool et comorbidité hépatique. Puis ensuite, le professeur Moirand nous expliquera comment il faut aborder la consommation d'alcool et orienter un patient quand on n'est pas addictologue. Et enfin, Camille Barraud nous parlera des méthodes pour dépister la maladie du foie liée à l'alcool quand on est addictologue. Donc sans plus attendre, bien sûr, excusez-moi. Donc pour poser vos questions, eh bien vous avez un dispositif qui vous permet, sous le lecteur vidéo, de poser vos questions et après chaque intervention, nous aurons un temps d'échange où je poserai les questions qui me seront parvenues. Sans plus attendre, je vais maintenant laisser la parole au premier intervenant, qui est donc le professeur Alexandre Louvet, qui va nous parler d'épidémiologie de consommation d'alcool et de ses répercussions. Merci Alexandre. Bonsoir Nathalie, merci beaucoup. Donc je vais en effet vous parler des principales données épidémiologiques en lien avec la consommation excessive d'alcool. C'est un sujet qui, en réalité, est assez vaste. Hein. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur le sujet. On va tâcher de parler un petit peu du foie, mais aussi d'autres choses, parce que c'est important, bien entendu, compte tenu des comorbidités chez nos patients. Alors, la première donnée, qui est une donnée relativement simple, en réalité, c'est les données de consommation d'alcool en France, et vous donner une petite idée de la manière dont elle a évolué au cours des dernières années. Alors, il s'agit donc du bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France qui a résumé donc, sur ce graphique l'évolution de la consommation d'alcool depuis les années 60 jusqu'au milieu des années 2010. Et vous voyez qu'il y a une diminution très importante de la consommation, en particulier de vin, en France, entre la période d'environ 60 ans de l'étude. Alors, si on veut fixer un petit peu les idées, alors, ce sont des chiffres évidemment qui sont un peu grossiers, mais on a à peu près 1 Français sur 10 qui consomme de l'alcool tous les jours. Il y a à peu près 50% des Français qui consomment de l'alcool au moins 1 fois par semaine. Et on parlera un petit peu de ce qu'on appelle l'alcoolisation ponctuelle importante. Elle correspond à peu près 40% des Français au cours des 12 derniers mois. J'y reviendrai. C'est un pourcentage qui, contrairement à ce qu'on imagine, n'est au final pas tellement en augmentation en dehors des populations jeunes, des populations étudiantes. Alors, bien entendu, l'alcool est un facteur déterminant de mortalité extrêmement important en France. Alors, je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails de ce tableau qui est toujours issu du bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France de 2019, qui donne donc, pour les décès en France en 2015, et on va aller d'emblée à ce chiffre qui est en réalité le chiffre le plus important, 6 000 décès, 6 780 décès en lien avec une maladie digestive causée par la consommation d'alcool. Et vous voyez, si on veut fixer un petit peu les idées, qu'il y a à peu près 29%
de l'ensemble des maladies digestives qui sont causées par la consommation excessive d'alcool, ce qui représente naturellement un pourcentage très important de consultations en hépatogastro-entérologie. Alors, si on veut se placer à un niveau, je dirais, de la population générale, eh bien, les recommandations de l'AFEF, basées sur un certain nombre d'études, ont pu donner, avec un niveau de recommandation assez fort, le fait que la consommation quotidienne d'alcool est associée à des risques pour la santé qui sont proportionnels à la quantité ingérée, j'y reviendrai. Alors, bien entendu, il y a des différences qui sont importantes entre les organes, et la toxicité de l'alcool pour le sein, vis-à-vis du risque de cancer du sein, par exemple, n'est pas la même que vis-à-vis du foie par rapport au risque de cirrhose. Alors, cette toxicité n'est pas uniforme. Il semble que le risque global existe à partir de 1 à 2 unités standards par jour, ce qui est finalement relativement peu. Et vous voyez le graphique, alors qui représente le nombre d'années passées en bonne ou en mauvaise santé, et une augmentation du risque de morbidité qui augmente à partir d'1 unité par jour, quelle que soit la cause de morbidité. Alors, si on veut fixer un petit peu les idées, et ça va dans la même direction, je dirais, que les recommandations de Santé publique France, à titre de repère, on peut proposer, pour rester en bonne santé, eh bien, de ne pas dépasser une consommation hebdomadaire de 10 verres en population générale, un verre équivalent à 10 grammes, pour éviter les risques globaux. On ne parle donc pas uniquement des risques pour le foie, mais des risques globaux pour la santé. Alors, si on va maintenant un petit peu plus dans les détails des risques pour la santé, en particulier vis-à-vis de la mortalité et de la morbidité cardiovasculaire. C'est un point important, parce que vous savez qu'il y a ce fameux paradoxe français qui a été souligné vis-à-vis du fait que la consommation de vin, en particulier, d'alcool et en particulier de vin, pardon, puisse être associée à une diminution de la mortalité cardiovasculaire, en particulier ischémique. Alors les choses sont relativement complexes en réalité, et je pense que c'est important de s'attarder un petit peu sur le sujet. Vous avez là une grande méta-analyse qui a été publiée dans le Lancet en 2018, 83 études prospectives. Et si vous regardez la partie gauche de la diapositive, elle évalue le nombre d'années perdues en fonction donc, de l'âge du patient, l'axe des abscisses étant l'âge du patient. Et en ordonnée, vous avez le nombre d'années perdues en fonction d'une consommation de l'ordre donc de 10 à 20 unités par semaine, c'est la courbe bleue, de 20 à 35 unités par semaine, c'est la courbe rouge, et à plus de 35 unités par semaine, c'est la courbe verte pour les hommes et pour les femmes. Et vous voyez que de manière pas très surprenante, l'écart est bien entendu très important pour les années jeunes, et vous voyez qu'à l'âge de 40 ans, un consommateur de plus de 35 unités par semaine va perdre environ 5 ans de vie. Bien entendu, plus on avance en âge, plus je dirais, la différence d'années gagnées, si on peut dire ça moins. Et plus spécifiquement, dans cette même méta-analyse du Lancet, quand on va regarder les causes de mortalité, eh bien, vous voyez que la consommation d'alcool par semaine étant en abscisse, le hazard ratio de mortalité toutes causes confondues augmente en réalité de manière relativement exponentielle, ce qui était un petit peu connu. Et quand on va dans la morbidité et la mortalité cardiovasculaire, c'est la partie toute droite de la diapositive, eh bien vous voyez qu'il y a cette fameuse courbe en J avec peut-être une diminution du risque de mortalité cardiovasculaire à partir d'une consommation relativement faible de l'ordre de 10 unités par semaine. Alors encore une fois, je crois que ça vaut le coup d'aller davantage dans les détails. Et cette même étude a analysé en réalité qu'il y avait de grosses différences en fonction eh bien, du type de mortalité cardiovasculaire. Alors ce qui est bien connu, c'est cette partie-là, c'est-à-dire la réduction en cas de consommation modérée d'alcool du risque d'infarctus du myocarde et d'ischémie myocardique. Inversement, vous voyez que pour tout ce qui est arythmie cardiaque, et pour ce qui est accident vasculaire cérébral, eh bien, le risque augmente de manière très claire avec l'augmentation de la consommation d'alcool. Il y a donc sans doute un bénéfice au niveau de l'ischémie myocardique, mais une consommation régulière modérée d'alcool est associée à une augmentation du risque d'AVC. Alors, si on va maintenant davantage vis-à-vis des risques pour le foie. Alors, je vais passer relativement vite sur ces diapositives. La partie gauche est une méta-analyse publiée donc par Rereke en 2019 qui identifie eh bien, une augmentation du risque
de développer une cirrhose à partir de 20 à 30 grammes par jour environ, et ça a été confirmé par la méta-analyse de Rehm, qui est un petit peu plus ancienne, 2010, avec, vous le voyez, et chez les hommes et chez les femmes, une augmentation exponentielle du risque de cirrhose. On considère le critère de morbidité ou de mortalité avec l'augmentation de la consommation quotidienne d'alcool, avec un point d'inflexion en effet aux alentours de 2 à 3 unités par jour. Alors bien entendu, on est tous très inégaux vis-à-vis de la progression des lésions hépatiques en lien avec la consommation d'alcool. Et en réalité, toutes ces analyses qui se sont basées sur la quantité d'alcool et la survenue de la cirrhose n'ont en quelque sorte fait qu'une analyse univariée, c'est-à-dire on ne fait varier que la consommation d'alcool d'un patient à l'autre. Alors les comorbidités, vous les connaissez. Je ne vais pas rentrer dans la génétique, qui est la partie droite de la diapositive, mais vous savez que certains patients, en fonction de certains polymorphismes pour PNPLA3, MBOT7 et TM6SF2 en particulier, mais il y a également d'autres gènes, sont plus à risque de développer une cirrhose à quantité d'alcool égale. Et inversement, eh bien, quand on regarde, et ça je pense que c'est quelque chose qui est peut-être davantage du quotidien médical que la génétique, quand on se focalise sur l'influence de l'indice de masse corporelle et notamment de l'obésité chez les consommateurs excessifs d'alcool, eh bien, vous voyez dans cette étude de Hart du BMJ de 2010 eh bien, qu'il y a une interaction forte entre l'indice de masse corporelle et le risque de cirrhose. L'indice de masse corporelle est ici en bleu clair, la consommation d'alcool est ici, et vous voyez l'interaction qui est de type multiplicatif. Donc quelqu'un qui est obèse, qui est diabétique et qui consomme de l'alcool est beaucoup plus à risque de développer une cirrhose que quelqu'un qui n'a pas ces problèmes métaboliques. Également, il y a d'autres éléments un petit peu du quotidien, je dirais, qui favorisent la progression vers la cirrhose. Et on l'oublie souvent, mais l'analyse de Klatsky a mis en évidence que le fait d'être fumeur augmentait le risque de progression de la fibrose vers la cirrhose, qu'il s'agisse d'une cirrhose liée à la consommation d'alcool ou d'une cirrhose métabolique. Avec, vous le voyez, en réalité, des risques relatifs qui sont importants. Les fumeurs à plus d'un paquet par jour ont un risque de développer une cirrhose multiplié par 3 par rapport aux patients qui ne sont pas fumeurs. Alors, je vais donner également d'autres éléments par rapport à la consommation d'alcool vis-à-vis des repas, mais je voudrais aller sur la partie droite de la diapositive, qui est une étude assez amusante, mais que je trouve très intéressante, pour illustrer la difficulté d'analyser précisément la consommation d'alcool dans une population. Dans ce travail danois, les auteurs ont pris les tickets de supermarché et ont analysé ce que consommer, ce qu'achetaient les consommateurs plutôt de vin et plutôt de bière. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que certaines études suggèrent que la consommation de vin pourrait être associée à un risque moindre de développer une cirrhose qu'en cas de consommation de bière. Et en réalité, ce que les auteurs ont mis en évidence, c'est que quand on achète plus volontiers du vin, eh bien on achète également plus volontiers des olives, du fromage à relativement faible valeur calorique et faible graisse, des fruits et des légumes, alors que quand on achète de la bière, on achète plutôt des saucisses, de la moutarde et des chips. Alors en réalité, les conséquences pour le foie, naturellement, doivent être analysées de manière un petit peu plus fine dans le cadre d'études nutritionnelles. On a donc proposé, vis-à-vis donc, des recommandations de la FEF, d'accentuer les efforts vis-à-vis du tabagisme et d'encourager l'arrêt du tabac. Également, en termes de comorbidité, alors je n'ai pas le temps de détailler, mais il est important de dépister les troubles cognitifs, analyser également l'impact négatif du cannabis et impliquer les équipes d'addictologie. On pourra y revenir au moment des questions. Alors, je vais terminer avec quelques éléments au niveau du binge drinking. Alors, on ne sait pas bien si le binge drinking a une influence négative sur le foie ou non. Ces études finlandaises suggèrent que la consommation de type binge drinking, quand elle est associée à une consommation hebdomadaire d'alcool, est plus négative que quand il n'y a que cette consommation hebdomadaire d'alcool à quantité équivalente. Bien entendu, il y avait un ajustement sur la consommation quotidienne. Il semble que la consommation de type binge drinking ait un effet pro-inflammatoire et favorise l'activation de la fibrose. On manque d'études à long terme, mais il va falloir aller un petit peu plus loin pour comprendre davantage les conséquences de ce comportement de type binge drinking sur le foie. Il a donc été proposé, dans le cadre des recommandations, je dirais, d'étoffer un petit peu le niveau de preuve du lien entre consommation de type binge drinking
et foie, même si vous savez qu'il y a des conséquences de type accident, de type violence, de type cardiovasculaire, clairement associées avec le binge drinking pour l'état de santé de la population. Et puis, pour finir, je vais citer brièvement cette étude sur le mode de consommation d'alcool et le risque de cirrhose. C'est une étude anglaise qui vous démontre que quand on consomme de l'alcool, eh bien, pendant le repas, on est moins à risque de développer une cirrhose que quand l'alcool est consommé en dehors des repas. Ceci est valable qu'on boive du vin ou qu'on boive de la bière. Et la consommation quotidienne d'alcool est également associée à la cirrhose de manière plus importante que quand la consommation d'alcool est plus rare, en tout cas avec des jours sans consommation. Et finalement, ça ouvre la perspective d'un dépistage plus large de la maladie du foie liée à la consommation d'alcool, avec probablement, et on y reviendra sans doute au moment des questions, un groupe un petit peu centré sur lequel il faudrait sans doute dépister davantage les maladies du foie, qui correspond à ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'incidence maximale de la cirrhose autour de l'âge de 40 à 50 ans. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un très beau topo avec des informations importantes. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant sur le chat. Il y a des informations importantes que tu nous as données. Alors, effectivement, c'est très bien expliqué le French Paradox et effectivement la protection vis-à-vis des événements ischémiques, mais au contraire, un sur-risque de la consommation d'alcool sur les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Et finalement, ça pèse très lourd dans la balance. Tu nous as montré l'étude du BEH 2009, où il y a 41 000 décès liés, imputables directement à l'alcool, et un quart sont liés à des événements cardiovasculaires. Donc ça pèse très très lourd quand même. Oui, c'est énorme. C'est pour ça que je suis toujours très gêné d'une pseudo-recommandation de consommation quotidienne, parce que c'est finalement ce qu'on entend beaucoup. Je bois un petit verre tous les jours, c'est bon pour le cœur, oui, mais il y a cœur et cœur, comme on l'évoquait. Et puis, on oublie parfois, et ça, malheureusement, c'est un fléau extrêmement important, en particulier dans les populations jeunes, et le fait que, par exemple, le cancer du sein chez la femme augmente de manière significative à partir d'une unité consommée par jour. Finalement, de quoi est-ce qu'on veut être malade, c'est un petit peu difficile. Donc, je crois que c'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué dans la société française, où finalement la recommandation de consommation, alors qu'on est dans une société qui a quand même un lien avec l'alcool qui est bien particulier par rapport à d'autres pays européens, mais aussi d'autres pays dans le monde, je crains malheureusement qu'une recommandation de consommation ne dépasse en réalité ce qui pourrait presque être proposé pour réduire les risques d'ischémie myocardique. Alors ma question, tu as abordé le problème du cancer du sein chez la femme, oui, c'est très important. Et est-ce que c'est bien relayé ça par nos collègues gynécologues, parce que il y a beaucoup de choses au moment d'Octobre Rose sur le cancer du sein, etc., sur le dépistage, sur le diagnostic précoce, mais on n'entend pas grand-chose. Enfin, ou alors j'ai pas la sensibilité, l'oreille attirée sur le problème de l'alcool et du cancer du sein. J'ai l'impression que c'est pas très bien relayé dans les médias et dans les campagnes de communication. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un point qui est compliqué. Dans l'imaginaire collectif, à tort ou à raison, c'est comme ça, il faut qu'on travaille tous là-dessus. L'alcool, c'est considéré comme une maladie quasiment qu'on a méritée pour le grand public, ce qui est douloureux pour les patients, difficile pour nous. Le cancer du sein, c'est considéré comme un peu la faute à pas de chance. C'est particulier, mais dans notre imaginaire, je crois que le cancer, malheureusement, il n'est pas connoté de la même façon que la consommation d'alcool et la cirrhose. Donc, il y a un travail à faire, il y a un travail de prévention à faire. Je dois dire que maintenant, quelles que soient les pathopathies pour lesquelles je prends en charge les patientes, quand je suis informé d'un diagnostic récent de cancer du sein, j'évoque la question de la consommation d'alcool. Je l'évoque systématiquement, mais en tout cas, j'insiste un petit peu sur ce point-là. C'est important parce qu'il n'est pas exclu, il y a une petite étude qui le suggère, que le fait de continuer une consommation quand on a un antécédent de cancer du sein puisse également favoriser la récidive. Donc c'est quand même quelque chose, tu as raison, je crois qu'il faut souligner beaucoup vis-à-vis des différents facteurs de risque, que c'est de la morbimortalité qu'on peut éviter de manière claire. Merci pour tes réponses. Alors, il y a beaucoup de questions qui vont être en rapport avec les topos suivants. Il y en a 2 qui concernent la cirrhose.
Il y a une première question à propos du risque de cirrhose dans les populations d'Afrique, populations africaines. Et manifestement, un de nos auditeurs a vu que le risque était moindre. Et la deuxième question, c'est comment peux-tu expliquer le fait de retrouver des cirrhoses alcooliques à un âge jeune? Alors, oui, c'est deux questions qui ne sont pas simples. Alors, vis-à-vis des données africaines, c'est une excellente question. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'études épidémiologiques en Afrique pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de données sur la morbimortalité liée au foie qui viennent d'Afrique du Nord, en particulier donc du Maghreb, mais également d'Afrique subsaharienne, dans des pays à majorité musulmane. Et il y a un tabou à reconnaître la consommation d'alcool dans des populations qui sont majoritairement musulmanes, ce qui fait que c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Et puis, malheureusement, en Afrique, il y a un poids extrêmement lourd de l'hépatite B et de l'hépatite C, avec une morbimortalité à un âge très jeune, qui probablement gomme une partie de la morbimortalité en lien avec la consommation d'alcool. Mais on a vraiment besoin d'études plus importantes au niveau mondial. Les Américains du Sud se sont extrêmement bien structurés, avec des données maintenant qui viennent de beaucoup de pays. C'est extrêmement important, notamment d'un point de vue génétique. Et ça fait une très bonne transition avec ce que tu évoquais, c'est-à-dire la survenue d'une consommation d'alcool à un âge jeune. Il y a sans doute des facteurs génétiques qui rentrent en ligne de compte, mais il y a aussi, et je crois que c'est extrêmement important, je ne vais pas empiéter sur le topo de Romain, mais d'interroger le patient, certes, sur la consommation actuelle d'alcool, mais aussi sur l'âge au premier verre d'alcool. Et en réalité, malheureusement, alors je travaille dans une région où il y a malheureusement une habitude de consommation à un âge jeune, c'est le cas aussi dans bien d'autres régions françaises. Beaucoup de patients ont commencé la consommation d'alcool très tôt. Et c'est pas rare, malheureusement, que la consommation quotidienne commence aux alentours de 15 ans. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément dans des populations qui sont extrêmement défavorisées. Donc il y a probablement un mélange de génétique et de début précoce, voire très précoce, de consommation d'alcool. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y en a certaines auxquelles on répondra peut-être secondairement, si vous voulez bien. Il y en a une qui est très difficile, et je ne sais pas si on a de réponse. En plus, on est un peu hépatologue, donc c'est difficile pour nous de répondre. Vers quel âge faut-il proposer le dépistage du cancer du sein chez une femme alcoolodépendante? Alors, aucune idée. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je vais pas vous faire une réponse plus ou moins alambiquée pour faire croire que je sais. Je ne sais pas. Je suis simplement, c'est plus un point, je dirais, de réflexion. Encore une fois, la consommation d'alcool vis-à-vis du risque de cancer du sein, on revient sur mon histoire de modèle univarié, c'est-à-dire on regarde en cas de consommation d'alcool ou en l'absence de consommation d'alcool. Bien entendu, les dépistages doivent rendre compte de tous les autres facteurs de risque. Je pense notamment aux antécédents familiaux qui ont un poids extrêmement important dans la survenue du cancer du sein. Mais je crois, et sans avoir de données chiffrées à évaluer, que vis-à-vis du risque de cancer du sein, proposer quand il y a des antécédents familiaux et une consommation d'alcool qui est discutée avec la patiente, que peut-être avancer un petit peu le moment paraît raisonnable. Est-ce qu'il faut aller à 35 ans, à 40 ans? Honnêtement, je ne sais pas. Merci beaucoup, Alex. Tu seras sollicité après en off pour répondre à d'autres questions. On va laisser la parole à Romain, qui va nous parler de la façon d'identifier une consommation à risque et comment orienter un patient vers l'addictologue. À toi, Romain. Merci beaucoup. Oui, merci bien. Le premier chapitre des recommandations se porte sur le repérage de la consommation d'alcool. Plutôt que de partir sur un exposé théorique, nous avons pris le parti d'essayer d'illustrer comment on peut faire en utilisant des outils efficaces. Parce que les études ont montré qu'il existait encore des freins importants de la part des médecins quant à l'étude de la consommation d'alcool de leurs patients, et une partie de ces freins peut être franchement levée avec une méthodologie efficace. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Comment identifier la consommation à risque d'alcool? Tout d'abord, c'est quand le faire. Quand le faire, eh bien, de façon systématique pour tout nouveau patient. Mais c'est également
il faut également réévaluer régulièrement pour des suivis. Les hépatologues suivent régulièrement des patients pour des pathologies qui ne sont pas forcément en rapport avec l'alcool, et ils les voient tous les ans pour une cirrhose biliaire cognitive ou une autre pathologie. Et savoir, même chez des patients chez qui on ne suspecterait pas une consommation d'alcool, le révéler régulièrement est certainement une bonne chose à faire. Et puis, bien sûr, devant des points d'appel. Et parmi les points d'appel, il y a un certain nombre de points d'appel hépatodigestifs, bien sûr, devant un bilan hépatique perturbé. Des points d'appel généraux aussi, une asthénie, et puis des points d'appel psychosociaux, des troubles psychologiques, anxiété, dépression, troubles du sommeil, et puis des événements sociaux douloureux. Comment le faire? En l'intégrant déjà de façon assez systématique dans le mode de vie des patients. On va les interroger sur leur alimentation, par rapport en particulier à la NASH et autres. On va leur demander s'ils fument. Eh bien, la question sur l'alcool viendra tout naturellement après, et d'ailleurs débouchera ensuite sur la question des autres produits psychoactifs. Et puis, on va pouvoir utiliser l'audit C. Et plus précisément, on va pouvoir utiliser les questions de l'audit C. Ces questions qui ont été validées internationalement sont assez simples. À quelle fréquence consommez-vous des boissons alcoolisées? Combien de verres standards buvez-vous une journée ordinaire? Vous consommez des boissons alcoolisées? Remarquez des boissons alcoolisées, pas alcool, boissons alcoolisées. Et puis, au cours d'une même occasion, à quelle fréquence vous arrive-t-il de boire 6 verres standards ou plus? Alors, ces questions, comment on va les intégrer dans notre entretien médical? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ok. À quelle fréquence vous consommez des boissons alcoolisées? Est-ce que c'est tous les jours? Pas tous les jours? Oui, tous les jours, mais pas beaucoup, quoi, comme tout le monde. Le midi au restaurant, je prends un verre. On a la possibilité d'avoir du vin au verre, donc je prends un verre. Et puis le soir, en rentrant avec mon mari, on aime bien se prendre un petit apéro ensemble, donc on prend un kir. D'accord. Et puis au repas, souvent un verre. D'accord. Voilà. Ok. À peu près 3 verres par jour, on dirait, à peu près tous les jours. Oui, oui, à peu près. Et est-ce que vous buvez d'autres boissons comme du cidre, de la bière? Non, pas. Non, c'est plutôt. Nous, on aime bien le vin. D'accord. Et est-ce que vous avez des occasions où vous consommez plus, et en particulier plus de 6 verres dans une occasion? Donc 6 verres, c'est équivalent d'une bouteille de vin, mais ça peut être 2 ou 3 apéritifs et 2 ou 3 verres de vin. Alors 6 verres, peut-être pas. Le week-end, on prend un peu plus forcément parce qu'on est des bons vivants. Sur une soirée, donc oui, voilà, sur une soirée, on va se faire souvent, on prolonge un petit peu l'apéro. Donc souvent, on prend un verre, puis après, on va prendre un autre verre. Voilà. Okay. Mais tranquillou, je veux dire, jamais j'ai été ivre de ma vie, par exemple. Peut-être une ou 2 fois étant étudiante, mais voilà, c'est pas. Et puis après au repas, suivant en fait ce qu'on mange, quoi. Comme on est amateur de voilà, on va prendre le vin qui va avec, donc voilà, souvent ça peut être 2 verres, 3 verres. D'accord. Et ça c'est une fois par semaine, pas toutes les semaines? Ouais, c'est à peu près tous les week-ends. Voilà. D'accord. Vous dépassez probablement un peu les recommandations. Est-ce que vous avez des remarques de votre entourage par rapport à cette consommation? Oh non, parce que c'est pareil. Ivre, hein. Oui, voilà. Vous n'avez jamais eu ce qu'on appelle un trou noir, par exemple? Ça vous est jamais arrivé, ça? Non. Ça vous est jamais arrivé de boire de l'alcool dès le matin, par exemple, pour commencer la journée? Ah non plus, puis alors ça passerait pas du tout. Hein. D'accord, je m'en doute. C'était pour démontrer comment on faisait pour dépister la consommation d'alcool. Alors, dans cette vidéo, on voyait comment on utilisait le questionnaire audit C qui nous permettait de quantifier la consommation de la patiente. Lorsque l'on utilise audit C, on apprend des scores, mais en fait les scores, moi je ne les utilise pas, je me sers vraiment de cette question comme une ossature pour interroger le patient ou la patiente et en déterminer sa consommation, la quantifier et la comparer par rapport au seuil d'usage à risque qui nous sont établis par Santé publique France. Et lorsqu'il existe une consommation à risque d'alcool, finalement, ce n'est pas extrêmement important de savoir exactement combien la personne consomme. Parce que est-ce qu'elle consomme 30 unités par semaine, 40 unités par semaine, 50 unités par semaine? L'important, c'est de savoir qu'elle a une consommation à risque.
Et si elle a une consommation à risque, il va falloir l'interpeller par rapport à cette consommation. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut se demander s'il y a une consommation à risque, s'il y a des arguments pour une dépendance. Alors là, on arrive un peu plus vers l'addictologue. Mais lorsqu'on n'est pas addictologue, on peut déjà utiliser les questions du questionnaire FASS qui vont permettre d'avoir une première idée de l'existence d'une dépendance. Première question, votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques vis-à-vis de votre consommation d'alcool? Deuxième question, avez-vous déjà besoin d'alcool le matin pour vous sentir en forme? Troisième question, vous arrive-t-il de boire ou ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez pu dire ou faire? En fait, ces questions, on les intègre là encore dans l'entretien sans difficulté. Et puis, s'il y a une des questions qui est positive, ça va faire suspecter une dépendance. Par contre, si les trois sont négatives, on va pouvoir arrêter là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, comment réagir? Si on a dépisté un usage à risque, donc une personne qui dépiste plus de divers standards par semaine, mais qui n'a pas d'argument pour une dépendance, donc les trois questions du FASS sont négatives, on va faire quelque chose de très simple qu'on a pompeusement baptisé d'intervention thérapeutique brève, mais qui en fait en pratique est très simple. On va simplement expliquer que la consommation de la personne, au-delà des repères, et on va énoncer ces repères qui nous ont été donnés par Santé publique France, on va surtout expliquer la notion de risque, c'est-à-dire que la consommation d'alcool égale, on est tous différents les uns des autres. Et ça, cette notion, il faut vraiment bien la faire comprendre aux patients parce que pour eux, oui, moi je bois comme tous mes copains, quoi, je ne bois pas plus que tout le monde. Et puis, on va faire le lien avec la situation du patient. Il faut que ce soit très pratique. Par exemple, si le patient vient pour un bilan hépatique perturbé, on va lui dire, voilà, il est bien possible que votre perturbation des transaminases et des gamma-GT soit en rapport avec votre consommation actuelle de boissons alcoolisées. C'est en tout cas une hypothèse tout à fait plausible. Ces explications vont prendre 4-5 minutes maximum. Et puis ensuite, la question sera de demander à la personne, on va demander à la personne qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle va en faire. Parce que si la personne nous dit « Oui, bon, d'accord, vous me dites ça, docteur, mais moi, je considère que je ne bois pas beaucoup, et puis ça me va comme ça, et puis je n'ai pas envie de changer », on va le respecter, on va lui dire « Ok, d'accord, c'est vous le patron », de façon non sarcastique, et puis on va en rester là. Par contre, si la personne nous dit « Ah ben oui, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose », on lui suggérera peut-être de diminuer sa consommation d'alcool et puis de voir l'effet sur son état actuel. Si, par contre, on a un usage à risque avec une suspicion de dépendance, et là, la question clé, c'est est-ce que vous avez déjà eu des remarques de votre entourage? Parce que si vous avez des remarques de votre entourage et que vous consommez de la même façon, c'est qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la perte de contrôle. À ce moment-là, un non-addictologue, il faut faire exactement la même chose qu'avant, des explications, demander ce que la personne en pense, et puis à ce moment-là, il faudra proposer une prise en charge addictologique. Alors, pour proposer une prise en charge addictologique, il faut savoir vers qui orienter. Donc, il faut avoir son réseau. Et ça, c'est très important d'avoir construit son réseau à l'avance. Alors, quand on travaille à l'hôpital, il existe des équipes hospitalières de liaison et de soins d'addictologie qui sont faciles à utiliser et à appeler. En dehors de ce contexte, on peut s'appuyer sur des consultations d'addictologie. Alors, il y a des consultations hospitalières d'addictologie dans certains hôpitaux. Il y a les XAPA, qui sont des centres de soins ambulatoires qui sont présents dans beaucoup de localités en France. Il y a même des addictologues libéraux vers qui on peut orienter les patients. Et donc, tout cela va dépendre de l'endroit où on travaille. Et donc, pour se faire son réseau, on peut utiliser des annuaires. Sur le site de la Société française d'alcoolologie, on a un annuaire des structures. Sur le Drogue Info Service, à la rubrique Adresse utile, on a là encore un annuaire très pratique. En fonction de là où on travaille, on va pouvoir construire son réseau. En conclusion de ce topo, je voulais vous montrer que dépister la consommation à risque, et je voulais montrer de façon pratique que c'était facile et sans risque. Bon, petit bug technique, je n'ai pas eu le son. Mais en utilisant en tout cas les questions éprouvées et en les intégrant dans l'entretien, on ne prend aucun risque à interroger quelqu'un. Il ne va pas vous manger, c'est sûr. Et ces méthodologies éprouvées permettent vraiment d'avoir des bons résultats. Et puis la deuxième chose importante, c'est de savoir comment orienter et de connaître son réseau. Il faut le connaître à l'avance, se le faire à l'avance, parce qu'une orientation personnalisée, lorsqu'on dit au patient, voilà, je vous donne le numéro de téléphone de tel endroit, appelez-les de ma part,
ils vous recevront bien, eh bien, on aura beaucoup plus de chances de pouvoir orienter nos patients. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Romain. Donc, tu réponds à une question qui est simple et qui est comment on dépiste et comment on aborde ce problème-là. On commence par l'audit C, qui est facile avec 3 questions. Alors, quand tu le dis, c'est très facile, mais en pratique, c'est très peu fait. Et comment on pourrait faire pour faire mieux? Est-ce que c'est pas une solution de mettre des questionnaires d'audit C dans les salles d'attente et pour aborder ce problème-là, pour que les gens commencent à réfléchir pendant le temps où ils attendent? Parce que en pratique, je crois que ça avait été évalué dans un certain nombre de consultations de médecine générale. Le questionnement vis-à-vis de l'alcool, c'est quelque chose qui en pratique est très peu fait. Tout à fait. Il y a encore beaucoup de freins qui viennent des médecins eux-mêmes, parce qu'il y a encore une étude très récente de l'année dernière en France qui montrait qui avait pris des couples médecins et leurs patients. Et lorsqu'on interrogeait les patients sur le fait d'être interrogés par des médecins sur leur consommation d'alcool, les patients disaient oui, c'est normal, c'est leur boulot. Alors que beaucoup de médecins se retranchaient derrière l'intimité. Alors, en tant qu'hépatologue, on demande aux gens des questions très, très intimes sur leur pratique sexuelle et l'alcool, on ne devrait pas l'interroger. C'est assez étonnant. Alors, l'audit C, c'est donc les 3 premières questions de l'audit complet qui a été développé par l'AMS, qui a été traduit en plus de 20 ou 30 langues. Et cet audit complet, qui est nettement plus long et en 10 questions, se prête bien à la salle d'attente. On a des travaux en cours à Rennes sur le fait de pouvoir le proposer à partir d'applications numériques qui pourraient être disponibles dans la salle d'attente. On pourrait mettre des QR codes dans la salle d'attente pour répondre à des petits questionnaires et en mêlant d'ailleurs cet audit à des questions autres sur l'alimentation en particulier. On noie un peu le poisson quelque part sur l'alimentation, l'activité physique, etc., de façon à pouvoir avoir un guide pour le praticien et pouvoir aborder directement le sujet. Merci beaucoup. Si tu veux bien, on va passer au dernier exposé, et puis je pense qu'on aura un temps d'échange avec d'autres questions qui vont arriver et qui te concerneront également. Et donc, on va laisser la parole à Camille Barraud, qui va nous parler du dépistage de la maladie liée à l'alcool, la maladie du foie liée à l'alcool. Quelle population et quelle méthode pour dépister la maladie du foie liée à l'alcool? Camille, merci beaucoup, à toi. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais faire un focus addicto ce soir. Et autant je focus sur l'addictologie, autant j'ai légèrement élargi le dépistage aux différentes maladies du foie. On est bien d'accord que c'est le thème central de la soirée, c'est les maladies du foie liées à l'alcool. Mais comme l'expliquait Alexandre en début de soirée, en Europe de l'Ouest, il est très fréquent que d'autres comorbidités soient associées. Alors, voilà le plan que je vais suivre. Pourquoi dépister les maladies du foie? Qui dépister? Comment dépister la cirrhose? Et les messages importants. Alors, pourquoi dépister les maladies du foie? Tout d'abord parce que la découverte de la maladie est souvent tardive, c'est-à-dire que les patients arrivent en hépatogastro-entérologie au stade de décompensation de la cirrhose, c'est-à-dire pour nos collègues addictologues, une hémorragie digestive, ou bien une décompensation d'acide ou une infection d'acide, ou bien parfois d'emblée un stade de carcinome hépatocellulaire. Et malheureusement, des études, et en particulier l'étude menée par la NGH et qui a été publiée par Charlotte Constantin, a mis en évidence que les carcinomes hépatocellulaires en cas de cirrhose liée à l'alcool étaient découverts à un stade très avancé et souvent au stade palliatif. Alors, cette cirrhose est effectivement souvent longtemps asymptomatique. Elle peut être asymptomatique tant cliniquement que biologiquement. Et même radiologiquement, vous pouvez avoir des échographies faussement rassurantes et des patients qui vous disent « le radiologue m'a dit que mon foie était très bien ». Et malheureusement, les études, l'étude de Scandinavie qui est montrée ici, et les études d'Amico suggéraient que la mortalité était élevée
avec une médiane de survie à 2 ans en moyenne quand les patients arrivent à ce stade en hépatogastro. Donc l'idée serait de les dépister plus tôt et donc de dépister la fibrose ou une cirrhose encore asymptomatique parce que la fibrose, c'est ce qui est le plus souvent associé à la mortalité en termes de pronostic. Donc les recommandations de la FEF et de la SFA sont d'effectuer une évaluation non invasive de la fibrose chez tout patient qui a une maladie du foie liée à l'alcool. Donc, petit rappel pour les collègues non hépatologues, quand le foie est normal, avec une consommation excessive d'alcool, il peut se développer une stéatose et une fibrose. Au début, la stéatose est réversible et quand la fibrose apparaît, il peut y avoir une certaine réversibilité. Mais si la consommation d'alcool se poursuit, on arrive au stade de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, j'ai mis une flèche rouge, il faut commencer à dépister à ce moment-là. Alors, pourquoi les dépister? Parce qu'on va pouvoir proposer une prise en charge et un traitement. Alors, la prise en charge addictologique, ça, c'est les collègues addictos qui vont s'en charger. Mais parfois, le coup de pouce de l'hépatologue, quand on découvre une maladie du foie, dans certains cas, les patients vont réagir à cette maladie du foie, en particulier quand ils ont une consommation nocive excessive, mais aussi en cas de dépendance. Il y a certains patients chez lesquels le fait de connaître leur maladie les aide à prendre la bonne décision. Et puis, les pathologues, aidés du médecin généraliste, vont pouvoir permettre, donc, soit on évite d'aller vers la cirrhose, soit d'éviter les complications et donc de diminuer la mortalité. Alors, éviter les complications, c'est dépister et traiter des varices ésophagiennes qui seraient à risque hémorragique. Donc, je vais vous faire un schéma. Pour mémoire, les varices ésophagiennes sont des veines qui existent naturellement, mais qui sont, en cas de cirrhose, le circuit principal de passage du sang, qui n'a du mal à traverser le foie. Et en fait, on peut les dépister, mais pour les dépister, il faut faire une endoscopie difficile, donc c'est l'hépatogastro-entérologue qui va s'en occuper. On peut les traiter, et on les traitera par des bêta-bloquants ou des ligatures. Et ça permet de réduire le risque d'hémorragie digestive. Donc, dépister et traiter. Et puis, il faut également dépister le carcinome hépatocellulaire, parce que si on fait de façon systématique, le diagnostic peut être plus précoce et augmenter le nombre de traitements curatifs. Donc, de toute façon, il va falloir orienter le patient vers les pathologues. Alors, l'échographie, à partir du stade de cirrhose, je vous rappelle que l'échographie, c'est tous les 6 mois, pour éviter d'obtenir ce que je vous ai montré sur le dessin, c'est-à-dire non pas une grosse tumeur avec plein de petits nodules à côté, mais quelque chose de plus petit qu'on pourra traiter autrement, plus simplement que par une transplantation ou une chirurgie, si le patient a arrêté de consommer. Alors, qui va-t-on dépister? Alors, les recommandations de la FEF sont de dépister un groupe cible qui remplit les critères suivants: âge 40-45 ans, très jeune, test audit pathologique, comme vous l'a montré Romain tout à l'heure, ou bien une consommation déclarée d'alcool de plus de 14 verres par semaine. Ça tombe bien, c'est parfaitement les patients qu'on a en addictologie. En addictologie, c'est vrai que c'est très vaste, hein. Il y a des patients qui ont des drogues, il y a des patients qui sont plus des problèmes de consommation d'alcool, mais globalement, c'est notre population habituelle. Et puis, il faut également prendre en charge spécifiquement le surpoids et l'obésité. Et ça, en fait, on a beaucoup de patients ayant cette problématique dans notre population. Alors, effectivement, la population en addictologie est à haut risque de cirrhose. D'une part, parce que c'est une population qui a un ou plusieurs facteurs de risque. Donc, je le répète, troubles de l'usage d'alcool, mais aussi hépatite chronique virale C, dans le cas d'antécédents d'usage de drogue ou d'usage de drogue actuel, et un syndrome dysmétabolique. Je vous rappelle que surpoids, diabète, hypertension, dyslipidémie sont fréquents chez nos patients, en particulier après substitution ou sevrage de l'héroïne, et puis parce que c'est une population qui vieillit. Donc, on a souvent un syndrome dysmétabolique associé. Et puis, on sait également que l'addition de ces facteurs de risque, comme l'a montré Alexandre tout à l'heure, en fait, ça multiplie le risque de cirrhose et de ces complications. Ce n'est pas une simple addition, c'est synergique. Enfin, c'est une population qui a moins accès à la santé, classiquement.
Alors, je vais passer vite sur ces diapositives qui montraient en particulier que l'association d'usage d'alcool en cas d'hépatite chronique virale était délétère parce que ce sont des études qui sont anciennes, qui ne prennent pas en compte les antiviraux directs. Et puis, les études qu'a montré Alexandre sont beaucoup plus récentes. Donc, il faut vous rappeler qu'effectivement, quand on a une consommation excessive d'alcool, on a un risque beaucoup plus important de faire une cirrhose quand on a une hépatite C, et que la cirrhose apparaît plus tôt. Et également que si on a une hépatite chronique virale C et un mésusage d'alcool, eh bien, on a un risque qui se multiplie, comme vous pouvez le remarquer ici. Alcool, hépatite C, le risque d'acide et de carcinome hépatocellaire est très élevé. Avec, toujours avant l'apparition des antiviraux directs, nous sommes bien d'accord, quand même un delta de 12 ans, une mortalité 12 ans plus tôt en cas de consommation excessive d'alcool. Donc, il faut vraiment veiller à nos patients qui ont plusieurs facteurs de risque. Alors, comment dépister la maladie du foie? Bien sûr, les recommandations, effectivement, sont de faire un test sanguin spécialisé ou une élasticité hépatique, mais souvent, on va quand même faire une biologie initiale quand on reçoit le patient en consultation, pas forcément à la première consultation, mais dans les premières semaines qui suivent. Et ça va nous permettre aussi peut-être de faire un petit peu de tri chez les patients qui arrivent. Parce que autant la consultation des pathos, les malades qui arrivent avec une cirrhose, on sait qu'ils ont au moins un usage nocif, donc un trouble de l'usage d'alcool. Autant en addictologie, on a des patients qui peuvent avoir aucun problème au niveau hépatique alors qu'ils ont une consommation d'alcool très importante, mais qui vont avoir d'autres maladies neurologiques, cardio, etc. Donc, juste un petit point sur la biologie initiale. Je conseille quand même toujours de faire cette ordonnance qui est dans l'encadré rose. Donc, une plaquette, transaminase, glycémie, bilan lipidique, sérologie virale de base, PP-Bili. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de dépister les signes de souffrance hépatique avec l'azate et la gamma-GT, même si ce n'est pas du tout spécifique, c'est un petit peu grossier, mais ça nous permet un petit peu de faire un tri, de dépister une comorbidité dysmétabolique avec le bilan lipidique et la glycémie, une comorbidité virale, alors c'est plus souvent hépatite C, mais parfois VIH, parfois VHB, c'est beaucoup moins fréquent. Évaluer la gravité d'une cirrhose, ce sera le TP et la bilirubine. Je ne demande pas d'albumine d'emblée, je trouve que déjà avec ce bilan biologique, quand on l'a, on peut déjà bien avancer. Alors vous verrez, je vais pas mal apesantir sur le FIB4 car c'est un petit peu compliqué en termes de spécificité, de sensibilité, mais il apparaît parfois maintenant dans les résultats des labos. Quand vous demandez un bilan biologique avec des transaminases, et bien le laboratoire calcule systématiquement pour vous le FIB4. Et en fait, tout ce qu'on peut en dire, en tout cas pour les cirrhoses, enfin pour les maladies liées à l'alcool, et du foie lié à l'alcool, c'est que en dessous de 1,45, il n'y a probablement pas de cirrhose avec une grande certitude, mais on ne peut pas dire beaucoup plus de choses parce qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs. Donc, ce n'est pas le meilleur examen à utiliser. Mais vous le verrez apparaître quand même sur vos bilans biologiques. Alors, le test sanguin non invasif, c'est le fibrotest et le fibromètre. Vous voyez et vous trouverez dans le petit tableau 6 juin des recommandations de la FEF, les chiffres seuils au-delà desquels il y a un risque important d'avoir une cirrhose. Et vous avez aussi des chiffres pour une fibrose extensive. C'est 0,75 pour le fibrotest et 0,947 pour le fibromètre. Pas besoin de les apprendre par cœur. La problématique qu'on a, c'est que ce sont des scores payants. Ça veut dire que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, il y a certains XAPA qui bénéficient de ces tests, souvent quand il y a eu de prise en charge de l'hépatite C. Donc, c'est très bien. Mais il y a aussi des patients qui ne peuvent pas se permettre de payer 50 € pour un test sanguin. L'autre solution, c'est l'élastométrie hépatique. C'est rapide, non invasif et indolore, avec un résultat immédiat. C'est un appareil qui peut aller vers le patient. Alors, je vous montre, ça, c'est l'appareil qui va vers le patient. Ça coûte très cher, cet appareil aussi. Donc, il n'est pas toujours disponible. Vous savez que Pascal Mélin a fait une belle étude qui montrait qu'il y avait presque jusqu'à 14% de cirrhose en XAPA en dépistage systématique avec un fibroscan. Il avait montré dans cette étude que non seulement c'était très facile, très bien accepté, mais qu'il y avait un gros taux de cirrhose. Et en revanche, là, je vous ai mis un chiffre un petit peu consensuel pour vous donner une idée. Il faut se souvenir qu'au-delà de 15 kPa,
il y a quand même quelque chose qui se passe, probablement une cirrhose, même si on sait que les chiffres sont probablement plus élevés en cas de maladie du foie liée à l'alcool. Ça, c'est juste pour mémoire, parce que ça permet de fixer les idées. Et si on précise effectivement, en fait, il faudrait préciser en fonction du taux d'azate et de bilirubine observé. Et de la même manière, vous avez des tabacs dans les recommandations de la FED qui vous permettent de savoir le seuil du fibroscan, de l'élastomètrie, au-delà duquel on peut parler de cirrhose, en fonction des transaminases et de la bilirubine, d'où l'intérêt d'avoir votre bilan biologique initial. Alors, la question, c'est aussi l'accessibilité. Certains SAPA ont accès en fibroscan partagé, d'autres peuvent envoyer leurs patients à l'hôpital. C'est parfois un peu compliqué. Alors, un dernier point sur la place de l'échographie. Ce n'est pas un moyen de dépistage de la fibrose, parce qu'en fait, cet examen peut être normal très longtemps, et il y a un risque de faux négatif, et ça, ce serait vraiment problématique, parce que si on rassure faussement un patient qui a une cirrhose, en lui disant que tout va bien, et bien on peut passer à côté d'un carcinome hépatocellulaire, d'une hémorragie digestive. En revanche, une échographie qui met en évidence une cirrhose avancée, en particulier une dysmorphie par exemple, ou une complication, la cystite, un nodule qui peut être un nodule simple ou de carcinome, une phénomégalie, une thrombose de la veine porte, va vous permettre, collègues non hépatologues, de se dire là, il y a effectivement quelque chose. Et vous ferez d'autres examens en complément. Mais une échographie normale ne doit pas vous rassurer. Enfin, pensez qu'en cas de cirrhose, l'échographie a un rôle central dans le dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire, même en cas d'abstinence prolongée et même en cas de disparition, de traitement de l'hépatite. Il faut continuer à faire ces échographies. Les patients très volatiles, ils viennent à la consultation des pathos, ils viennent plus, ils viennent vous voir. Voilà, il faut leur faire une écho tous les 6 mois. Et je vous remercie. Alors, mes messages sont partis. Donc, je vais faire les messages ex nihilo. Donc, le message important que je voulais vous laisser, c'est qu'en addictologie, nos patients, ils ont un ou plusieurs facteurs de risque de maladie du foie et donc un fort risque de cirrhose, qu'il faut faire un dépistage systématique des maladies du foie et de la fibrose de façon systématique, je le redis, et avec les moyens disponibles, donc les moyens dont vous disposez. Et puis, c'est très important, comme disait Alex tout à l'heure, et Romain, de faire des binômes hépato-addictifs. Il faut que vous puissiez trouver un hépatologue référent et hépatologue, trouver un addictologue référent pour pouvoir vous adresser les patients, vous poser des questions et faire un réseau progressivement avec votre hépatologue ou addictologue préféré. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Camille. Donc il y a plein de questions qui sont arrivées pendant ce temps-là sur le chat, un peu pour vous trois. Il y a une première question qui a été suscitée par la première recommandation que tu as montrée, Camille, qui était la cible pour le dépistage de la maladie liée à l'alcool en population générale. Donc tu nous as parlé d'une cible d'âge, d'une cible de consommation en quantité. Ouais. Et puis la question c'est quoi la durée en fait? Alors, je vais laisser probablement Alex répondre à cette question. Je me défile lâchement parce que la durée, elle compte. Je vais le laisser parler. Mais il y a aussi le sexe. Les femmes sont plus fragiles à la même quantité d'alcool consommé. Et puis, la durée, je crois qu'on ne connaît pas très bien les chiffres. Moi, je dirais qu'il faut compter 10, 15, 20 ans. Mais s'il y a une comorbidité, c'est moins. Maintenant, je n'ai pas je vais laisser Alex donner. Oui, malheureusement, tu sais, je vais pas tellement pouvoir donner beaucoup plus d'informations que ce que tu évoquais. La difficulté, c'est que les études, malheureusement, se sont contentées de regarder la quantité déclarée d'alcool par jour, peu importe qu'il s'agisse d'une consommation depuis 6 mois ou depuis 20 ans. Je grossis un peu le trait, mais c'est quasiment ça. Et c'est vrai qu'on a besoin de nouveaux outils en alcoolologie, un petit peu à l'image de ce qui se fait en pneumologie ou en cardiologie avec l'exposition au tabac en paquet année, pour essayer d'évaluer la quantité d'alcool consommé sur plusieurs années. Alors, malheureusement, ces études-là ne sont pas disponibles, mais il est probable, en tout cas c'est l'élément un petit peu clinique du quotidien, qu'une consommation d'alcool qui est inférieure à 5 à 10 ans, même si elle était quotidienne, elle n'est probablement pas tellement associée au risque de développer une cirrhose en dehors de situations de comorbidité bien particulières.
peux me permettre, il y a aussi parfois le problème qu'on n'a pas de notion très claire de la durée d'exposition à l'alcool. C'est-à-dire que les patients peuvent vous dire qu'ils ont une consommation très excessive ou problématique depuis tant d'années, mais sans pouvoir remonter précisément sur les années précédentes. Des fois, ils ont eu l'impression d'avoir une consommation normale et qui a été déjà excessive. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que je crois que déjà arriver à poser un petit peu les jalons dans le temps au cours des 20-30 dernières années en disant, voilà, en moyenne, ça représentait combien sur une période de 5 ans? Est-ce que ça a accéléré à un moment donné? Oui, non. Alors, c'est intéressant d'un point de vue simplement, je serais tenté de dire comptable, mais c'est aussi et surtout intéressant d'un point de vue addictologique. Et ça, vous connaissez évidemment, Romain et toi, Camille, les choses beaucoup mieux que moi. Mais bien entendu qu'on ne va pas conseiller un patient de la même façon d'un point de vue alcoolologique s'il a eu à un moment donné une consommation de 30 unités par jour pendant 5 ans qu'une consommation qui n'a par exemple jamais dépassé 50 à 60 grammes par jour. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais en termes d'approche, évidemment, les consommations un peu, je serais tenté de dire dérégulées, on a le sentiment qu'il y a davantage à travailler d'un point de vue addictologique qu'une consommation de 2 verres le midi, 2 verres le soir, même si c'est trop par rapport à beaucoup de critères de jugement médicaux. C'est vrai que tu prenais la comparaison avec le tabac. Le tabac, très souvent, la consommation des gens est assez stable dans le temps. Ils fument 1 paquet par jour, 2 paquets par jour, une dizaine de cigarettes par jour, alors que la consommation d'alcool, en tout cas chez les personnes alcoodépendantes, est vraiment caractérisée par des consommations en dents de scie, avec des phases de dérégulation complète de la consommation, des phases de relatif contrôle, voire d'abstinence. Peut-être qu'on voit aussi des consommations d'alcool très quotidiennes et très stables chez des gens qui ne sont pas dépendants, mais qui vont également, ça fait également le lit de la cirrhose et du carcinome hépatocellulaire d'ailleurs. C'est ces gens qui ont consommé toute leur vie, comme tout le monde, et qui, à 65, 70 ans, chez qui on dépiste pas, on diagnostique un carcinome hépatocellulaire à un stade justement trop avancé parce qu'ils n'ont pas du tout, ils sont passés en dessous des mailles du radar, ils n'ont jamais eu de problème d'alcool et jamais eu d'avertissement par rapport à leur consommation. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Il y a beaucoup de questions concernant le dépistage de la maladie liée à l'alcool. Quelqu'un nous dit, donc le dépistage est surtout biologique, mais il y a beaucoup de faux négatifs. Camille, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, si on parle des tests fibromètre et fibrotest, je crois que les chiffres sont très... sont pas mal du tout en termes de sensibilité. Le FIB4, c'est un vrai problème. Donc, je pense que clairement, ce n'est pas l'outil à utiliser dans les problèmes d'alcool parce qu'il va être faussement, pour le coup, positif, avec des ASAT qui sont élevés et des plaquettes qui sont basses, mais directement liées à l'alcool, pas liées à la maladie du foie elle-même. Moi, j'aime bien utiliser l'élastométrie, mais c'est parce qu'il y a accès assez facilement. Donc, une biologie initiale, déjà, s'il y a des anomalies du bilan hépatique, je pense qu'on peut se lancer dans un fibromètre, un fibrotest ou une élastométrie. Alors, pour l'élastométrie, il y a un autre commentaire qui est intéressant. Quelqu'un nous dit, mais il y a beaucoup d'appareils d'échographie qui sont maintenant dotés d'un module qui permet de mesurer l'élasticité hépatique. C'est probablement une bonne solution, ça. Absolument. C'est très bien, mais il faut, je pense, préciser sur la demande, sur l'ordonnance au radiologue, de faire également une mesure de l'élasticité du foie si possible. Alors, moi, j'ai malheureusement aucun patient qui vient avec une échographie, une élasticité. Je pense que ça doit dépendre des régions, peut-être du centre d'échographie, et ça se développe de plus en plus, mais c'est une excellente idée, oui. Encore 2 questions concernant le fibroscan. Premièrement, à quel rythme faut-il le faire chez un même patient? Et une question qui est à peu près liée, c'est quand un malade a une consommation excessive d'alcool, mais pas de maladie du foie sévère, juste une stéatose hépatique, est-ce qu'il faut vraiment faire une surveillance de cette maladie? À quel rythme? Moi, je crois qu'il faut, dans le service, on a pris l'habitude de le faire au moins 1 fois par an quand les gens ont une consommation d'alcool excessive. Et je voulais revenir par rapport au bilan biologique normal. Il faut rester pragmatique. Est-ce que la personne a actuellement une consommation à risque d'alcool ou pas? Effectivement, si elle a arrêté toute consommation d'alcool depuis 3 mois, le bilan biologique n'a aucun intérêt. Il peut tout à fait être normal avec une cirrhose avancée.
on le sait tous. Par contre, quand les gens sont dans la consommation d'alcool, quand ils sont dans leur consommation habituelle et depuis un temps assez stable, si un bilan hépatique est normal, je pense que là, franchement, ça peut être assez rassurant. Donc, il y a cette notion de où en est mon patient par rapport à sa consommation au jour d'aujourd'hui. Quant au fibroscan, on voit bien l'évaluation dans le temps de la fibrose hépatique, c'est vraiment pas bien modélisé. Hein. On a l'impression pendant très longtemps, ça se passe bien, mais que quand ça s'aggrave, alors ça a été bien démontré pour l'hépatite C, je me rappelle, avec cette aggravation presque exponentielle à partir du moment où on dépassait certains stades de fibrose. Et à mon avis, la réponse n'est pas connue pour l'alcool. Des expériences, en tout cas personnelles, ont montré qu'on pouvait passer de plusieurs stades de fibrose en un an. Hein. Oui. Pour balayer encore l'histoire des tests qui sont adéquats et qui sont opportuns pour le diagnostic d'une maladie liée à l'alcool, il y a 2 questions qui concernent la ferritine. Alors, est-ce qu'on peut répondre que la ferritine, quand on consomme de l'alcool, c'est pas interprétable? On est d'accord? Et que s'il y a un test qui est opportun pour aller dépister l'hémochromatose, c'est le coefficient de saturation de la transférine. On est d'accord? On balaye cette affaire. On est d'accord. Après une semaine de sevrage. Après une semaine de... pour le coefficient de saturation. Et pas de ferritine pour surveiller l'évolution de la consommation d'alcool, parce que ça peut être faussé par tout un tas de choses. Alors ensuite, il y a des questions concernant les tests biologiques qui sont opportuns pour le repérage d'une consommation d'alcool. Est-ce qu'il y a des marqueurs qui permettent le repérage d'une consommation d'alcool et ou le suivi de l'abstinence? Les marqueurs actuels ont une sensibilité et une spécificité qui sont trop faibles pour être utilisés en repérage. Ils sont beaucoup moins efficaces que l'interrogatoire. Il y a des marqueurs qui ne sont pas encore en routine clinique, en particulier je pense au phosphatéthanol, qui pourrait être très intéressant parce qu'il est vraiment extrêmement sensible, puisque c'est vraiment un métabolite mineur d'éthanol qui monte forcément lorsqu'on consomme de l'alcool et qui est assez proportionnel à la quantité d'alcool qu'on a consommé dans les 3-4 semaines précédentes. C'est encore totalement pas en routine, ça commence à sortir du domaine de la recherche, mais c'est pas un test qu'on peut faire en routine. Si on peut peut-être juste donner un tout petit élément vis-à-vis du phosphatidyléthanol, le dosage se fait de plus en plus dans un certain nombre de CHU. Après avoir discuté avec nos collègues de toxicologie, il s'avère qu'il n'est pas très compliqué en réalité de mettre en place ce dosage en CHU, mais aussi en CHG. Et il est possible de coter ce dosage, alors moyennant habitude visiblement, de façon à ce que le dosage puisse être remboursé quand il est prélevé dans l'hôpital. Donc, c'est des choses qui probablement vont évoluer en termes de nomenclature. Alors, en vie, c'est pas possible, en effet, mais je crois que si vous avez besoin d'un dosage de phosphatidyléthanol pour discuter une transplantation hépatique, par exemple, il ne faut pas hésiter à avoir la collaboration assez facile, assez rapide avec le CHU ou un gros CHG avec lequel vous travaillez. Parce que c'est quand même, tu l'as dit Romain, un excellent marqueur, certes un métabolite mineur, mais qui a des performances diagnostiques qui sont vraiment, vraiment très bonnes. Alors, je reviens, si vous permettez, à l'épidémio. C'est pour une question pour Alex. Je ne peux pas m'empêcher de la poser puisque c'est le président de la FEF qui la pose. Donc, c'est Alex, le président de la FEF. Existe-t-il des données sur la consommation de rhum et la cirrhose? Alors, il y en a. Alors, c'est un point qui est compliqué. Alors, je vois bien le petit clin d'œil de notre cher président que je lui rends tout de suite. Mais plus sérieusement, c'est un point qui est effectivement très complexe. La question de type d'alcool et critères de jugement au niveau du foie, c'est difficile, en particulier parce que vis-à-vis du rhum, le rhum a très souvent été catégorisé avec les alcools forts de manière générale. Et bien entendu que le rhum extrêmement fort qui peut être consommé aux Antilles, par exemple, je ne parle pas de rhum industriel, je parle de certains rhums qui titrent des fois 50-60 degrés, n'a pas du tout la même toxicité qu'un rhum acheté, je dirais, dans une bonne distillerie en Guadeloupe ou à Marie-Galante. Et ça va être catégorisé dans les études épidémiologiques de la même façon que la vodka, par exemple. Alors, quelle est la toxicité relative d'un point de vue neurologique, d'un point de vue hépatique de ces différents types de rhum et de ces différents alcools forts et du whisky en particulier? C'est très, très compliqué d'y répondre. Il semblerait que
que ce soit plus délétère pour le foie avec un niveau de preuve qui est vraiment pas bon. Il semblerait également, mais c'est une littérature que je connais moins bien, que les alcools forts soient plus toxiques d'un point de vue neurologique, notamment vis-à-vis des risques d'accident vasculaire cérébral et de démence liée à la consommation d'alcool. Mais c'est mal étudié, malheureusement. Marc. Je reviens sur les marqueurs de dépistage d'une consommation d'alcool. Il y a un flot de questions concernant le CDT. Qu'est-ce que vous pensez du CDT, messieurs, dames? Pas grand-chose de bien. Pas grand-chose de bien. C'est pas utilisé en dépistage systématique et c'est utilisé dans certaines situations légales. Moi, je fais tout à fait confiance à mes patients. Quand il s'agit d'une greffe hépatique, c'est encore autre chose. Mais je parle dans la vie quotidienne. Il faut réussir à mettre en place une relation de confiance avec les malades et croire ce qu'ils nous disent et voir l'évolution des choses. Et de temps en temps, on les recadre un petit peu. Pour le coup, en réalité, on les recadre parfois un petit peu avec le VGM ou les plaquettes. On leur pose la question, il y a des anomalies sur votre prise de sang, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des soucis ces derniers temps. Certains patients aiment bien qu'on regarde le bilan biologique, ça leur montre aussi à eux l'évolution et les efforts qu'ils font. Il y a des patients qui vont être sensibles à ça, qui vont dire je ne vois pas de différence au niveau physique, il n'y a pas de douleur ou de gêne quand ils ont une cirrhose asymptomatique ou une maladie du foie sans cirrhose, et voir qu'il y a une amélioration du bilan hépatique ou des plaquettes, ça leur fait très plaisir. Ça permet aussi de les renforcer positivement dans leurs efforts, parce que ce n'est pas simple. Donc, je crois que c'est vraiment à la carte. C'est notre spécialité d'ailleurs. Il faut savoir que la CDT, il y a quand même un certain nombre de faux négatifs. Il y a des patients qui sont totalement imperméables à la CDT. Par contre, c'est assez spécifique dès lors qu'on s'éloigne des valeurs seuil. C'est quand même assez spécifique. Il y a peu de faux positifs à la CDT. Mais par contre, des faux négatifs, ça, il y en a. Mais en cas de cirrhose décompensée, une cirrhose avancée, je crois que la CDT est moins interprétable dans mes souvenirs. Les bonnes valeurs diagnostiques sont au-dessus de 3%, voire 3,5%. Alors, ça fait quand même des taux importants. La spécificité est bonne. La sensibilité à 3 ou 3,5%, elle est quand même globalement pas bonne du tout. Je pense qu'on peut le dire. Je vous propose deux questions pour les addictologues. La première, une question d'une hépatogastro qui dit « Les addictologues nous disent souvent, si le patient n'est pas motivé pour le sevrage, il n'est pas nécessaire de le voir en consultation. Quelle est votre attitude face à ces patients ?» C'est quelle est cette attitude par rapport aux addictologues qui disent ça? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il faut rencontrer les patients de la même manière qu'on leur propose de faire une échographie dans leur suivi ou voir le cardiologue. On rencontre l'addictologue, ça accroche ou ça n'accroche pas. On n'a jamais forcé un patient à venir en consultation. On va les voir quand ils sont hospitalisés et ça renforce beaucoup le suivi après. Et quand on ne peut pas les voir pendant l'hospitalisation, on leur propose un rendez-vous, ils sortent avec un rendez-vous, et libre à eux de venir ou de ne pas venir. Mais franchement, je crois qu'il m'arrivait une seule fois de voir un patient en hospitalisation qui ne voulait pas du tout me parler. Je laissais la plaquette de l'addicto, je lui dis rappelez-nous si ça vous intéresse. Donc, moi, je pense qu'il faut, il faut prendre rendez-vous avec l'addicto, parce que ça donne aussi la carte à jouer au patient. Il dit je suis soutenu par mon hépatologue, c'est important. Après, il est libre de ne pas y aller. Et alors, toujours il y a une situation un petit peu particulière qui est la cirrhose grave, où on peut avoir éventuellement une arrière-pensée de transplantation hépatique. Une cirrhose grave qui s'arrête de boire, faut se rappeler quand même que plus de la moitié vont améliorer leur fonctionnement hépatique et n'auront jamais besoin de transplantation. Et puis, il y en a qui s'arrêtent de boire et qui ne s'améliorent pas au niveau hépatique, et c'est eux qu'on va transplanter. Et effectivement, souvent, ce sont des gens qui n'étaient pas très dépendants, voire pas dépendants du tout de l'alcool, qui ont vu la plupart du temps une infirmière de liaison en addictologie, qui leur a dit qu'il fallait arrêter de boire. Ils ont dit « j'arrête de boire », il n'y a pas de problème, ils arrêtent de boire. Ils sont pendant 6-8 mois, donc ils vont dans le circuit de la transplantation, ils sont greffés. Et en fait, ils n'ont jamais eu de contact addictologique. Et effectivement, si on les montre aux addictologues, les addictologues vont dire « oui, il a arrêté de boire, il n'y a pas besoin de... De toute façon, il va bien, s'il y a un problème, qu'ils viennent me voir. » Et du coup, ce sont des patients qui n'ont pas de contact avec l'addictologie. Et si ça beurre en post-transplant, c'est quand même 20% des gens qui récidivent quand même, ce sont des gens qui n'ont quasiment jamais vu un addictologue. Et je ne suis pas d'accord avec cette notion de l'addictologue qui dit circuler, il n'a rien à voir, il n'a pas besoin de moi, dans cette optique-là, en tout cas dans ce cas particulier.
Ce qui est important, c'est d'essayer d'aligner les planètes autant que possible et d'ouvrir la porte. En réalité, un patient qui n'est pas prêt à parler d'alcool à un moment donné, rien que le fait d'évoquer le recours potentiel à un suivi spécialisé en addictologie, en disant, écoutez, voilà, actuellement, visiblement, ce n'est pas le bon moment pour parler d'alcool avec vous, réfléchissez-y, on peut en reparler à la prochaine consultation. Ne pas fermer la porte et dire au patient que ça existe et que si à un moment donné il se sent prêt, même s'il n'est pas prêt actuellement à discuter avec le médecin alcoologue, c'est un point qui est important. Et le suivi au fil du temps de beaucoup de patients montre que certains patients qui initialement sont très réticents à avoir une consultation spécialisée avec un addictologue changent d'avis au bout de quelques temps. Il ne faut pas insulter l'avenir, comme on dit. Très bien, merci beaucoup. Donc il y a encore beaucoup de questions et j'invite, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans lesquelles dont les réponses sont dans le document qui est sur le site de la FEF que je vous engage à télécharger. Il est gratuit, il est accessible très facilement. Vous cliquez recommandation alcool à FEF et vous l'avez directement. Et je vous propose maintenant, si vous voulez bien, d'abord je vous remercie tous parce que c'était très 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 sympa, très interactif. Et je vous propose maintenant de passer au message important peut-être à retenir. Il y a 2 planches. Donc, si vous voulez bien me laisser la main sur ces 2 planches, c'est pas tout à fait celle-là, je sais pas, on va essayer de les faire défiler. Voilà, elles étaient un peu avant, donc. Voilà, repérage d'une consommation à risque. Donc, ce qui semble important, c'est que ce repérage doit être systématique en consultation médicale, dans toutes les consultations médicales, que l'approche est facile et que finalement on a 3 questions qui sont faciles en médecine générale, en consultation spécialisée, pour repérer une consommation excessive d'alcool. On a beaucoup parlé des marqueurs biologiques et je crois qu'il faut vraiment repartir de cette soirée sur le fait que les marqueurs biologiques ne sont pas la solution au problème et que la solution, c'est de discuter avec les patients, d'engager le discours, d'engager le dialogue et de leur poser des questions faciles pour qu'ils puissent s'interroger sur leur consommation et que effectivement le CDT et tous les autres tests biologiques ne sont pas des outils qui sont disons les plus opportuns. Quand on a repéré une consommation qui est probablement un risque, un mésusage, eh bien une intervention brève doit être proposée à ces patients. Et puis, sur le deuxième aspect, sur le dépistage de la maladie du foie liée à l'alcool, donc on a beaucoup parlé de cette recommandation en haut à gauche. Dans la population générale, la bonne cible pour dépister une maladie du foie avancée liée à l'alcool, c'est une cible d'âge. On a bien vu cette courbe que Alex nous a montrée, qui montrait effectivement que les populations les plus exposées sont les populations d'âge médian, entre 40 et 45 ans. Ce d'autant qu'ils ont un test audit qui est pathologique et ou une consommation déclarée d'alcool au-delà de 10 voire 14 verres par semaine. Alors l'autre élément qui est important, même si on fait de façon habituelle des enzymes hépatiques pour évaluer les répercussions de l'alcool au niveau du foie, les transaminases ne sont pas le bon outil pour dépister la maladie du foie liée à l'alcool. Et il y a des outils, des tests de fibrose qui sont probablement plus pertinents. Et donc, dans ces tests de fibrose, bien, vous avez le choix entre des tests biologiques, mais qui sont entachés de risques de faux positifs, en particulier pour les tests simples comme le FIP4, et des tests physiques comme la mesure de l'élasticité hépatique qui est recommandée en première intention. Voilà les messages qui me semblaient essentiels. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose. Merci merci à la FEF et à l'SFA d'avoir organisé ce webinaire. Je trouve ça super chouette d'avoir pu associer les addictologues et les hépatologues. On dit à nos collègues de le faire, puis on le fait. Donc j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Et merci beaucoup à tous les intervenants. Ça va peut-être en ouvrir d'autres, ce qui sera bien. On pourra recommencer ce genre d'événement. Dans l'immédiat, je vous rappelle nos prochains rendez-vous de la FEF. Le prochain est le 9 juin. C'est une journée qui est dédiée à la recherche translationnelle en hépatologie, avancées scientifiques technologiques pour une médecine personnalisée. Ça se déroulera à Jussieu, donc sur la journée du 9 juin. Et puis, notre congrès annuel qui se tiendra du 5 au 8 octobre à Dijon. Et
et qui sera l'occasion de discuter de toutes ces problématiques. Je remercie nos 3 orateurs, je vous remercie pour votre attention, je remercie encore nos partenaires industriels qui nous ont accompagnés et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.